Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis David Braque, je suis professeur de culture générale au sein de la classe préparatoire ISP et j'ai plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer des éléments de correction sur le sujet qui a été livré à la sagacité des candidats cet été, là pour le concours 2022 de l'INSP, dans le cadre de l'épreuve dite de culture générale ou plus exactement de questions contemporaines. Le sujet qui a été donné donc aux candidats était la place de la vieillesse dans les sociétés contemporaines. Donc je vais vous proposer de quelques éléments de correction sur ce sujet. L'idée n'est pas de vous fournir un corrigé absolument exhaustif et détaillé comme on pourrait le faire à l'écrit, mais de vous montrer comment on pouvait réfléchir à ce sujet, quelles étaient les problématiques à aborder, comment est-ce qu'on pouvait construire un plan, quel type de, de références on pouvait éventuellement mobiliser, et tout cela en appliquant bien évidemment la méthode enseignée au sein de la prépa ISP. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire quelques commentaires préliminaires. Parce que, vous le savez, c'est la première mouture du nouveau concours, du concours siglé INSP, puisque depuis le 1er janvier 2022, il n'y a plus l'ENA, c'est devenu l'INSP, et cela s'inscrit dans le cadre d'une réflexion assez large menée par le gouvernement sur les modalités de recrutement et de formation, puis après de gestion des carrières de la haute fonction publique. Et donc, ce concours, il me semble, est quand même déjà l'occasion de se rendre compte de quelque chose. Il y avait clairement dans la volonté politique quelque chose d'affiché qui tenait au souhait d'améliorer comment dire, l'ouverture de cette formation, l'ouverture sociale, et donc peut-être de faire, et un des outils évidemment, mais c'est pas propre à ce concours-là, c'est quelque chose une rhétorique qu'on entend dans beaucoup de cadres de sélection, comment dire, de l'enseignement supérieur et des concours de la haute fonction publique. C'est l'idée que la culture générale serait un peu l'épreuve à abattre parce qu'elle serait discriminante. Et il convenait de rénover en quelque sorte cette épreuve pour euh, qu'elle perde la difficulté peut-être, ou du moins le côté discriminant qu'elle pouvait avoir autrefois. Et il me semble que cette volonté, on verra si ça se poursuit avec les années, mais c'est visible avec le sujet qui a été proposé aux candidats en 2022. Parce que la place de la vieillesse dans les sociétés contemporaines, c'est un sujet plus directement en prise avec les problématiques que l'on rencontre dans le débat public, plus en prise de façon plus directe avec les politiques publiques, et sans doute moins, comment dire, moins conceptuel, moins philosophique que ce que les sujets pouvaient être jusqu'alors. Et pour le prouver, il suffit de consulter la liste des annales, encore en 2021, un sujet un peu sibyllin, gouverner avec fraternité. En 2020, les pouvoirs publics face à la crise de l'autorité. En 2019, agir selon l'opinion. Voilà, en 2017, l'État doit-il s'occuper du bonheur des citoyens, qui était sans doute un sujet beaucoup plus de philosophie politique. Et aujourd'hui, en 2022, après la réforme, on observe que il y a sans doute le souci d'avoir un sujet plus directement en prise avec ce à quoi finalement les candidats aspirent, c'est-à-dire avec une réflexion sur les cadres d'action des politiques publiques, les problématiques des politiques publiques, et étant entendu que l'ex-ENA devenu INSP forme ces cadres destinés à agir dans le cadre de la structure publique. Bon, d'ailleurs, je voudrais aussi insister sur le fait que l'intitulé de l'épreuve est une épreuve consistant en une composition sur une question contemporaine d'ordre général, portant sur le rôle des pouvoirs publics et leur rapport à la société. Et bon, voilà, on retrouve bien l'idée que je développe depuis tout à l'heure, et ça permet aussi de se convaincre que dans le cadre de se corriger, et dans le cadre de la composition de ce concours, il faut évidemment avoir en tête que c'est pas un pur sujet de philosophie ou de culture générale très classique, mais qu'on va attendre des candidats qui soient capables
de mobiliser une réflexion sur l'action de l'État, sur les politiques publiques. Alors, néanmoins, et c'est là que ça reste difficile, l'INSP a beau avoir l'ENA a beau avoir subi ce toilettage, l'INSP reste l'école la plus prestigieuse de formation des cadres du public, et il me semble que dans le cadre d'une épreuve héritière ou dans la lignée de l'épreuve de culture générale, il faut être capable de mobiliser des références, il faut être capable de mobiliser des références de champs culturels variés, parce qu'à un moment ou à un autre, les correcteurs se retrouvent face à une série de copies, et la logique du concours, par elle-même, doit vous pousser à vous distinguer. Donc, ces quelques considérations préliminaires étant achevées, je vais entrer dès à présent dans le vif du sujet et puis vous proposer en quelque sorte le chemin de fer de la dissertation dans ces grandes lignes. Donc on accroche, j'emprunte l'accroche, je dois le dire, à l'homme politique Jérôme Gage, qui s'était beaucoup investi dans le cadre de ses mandats sur les questions de vieillesse, de dépendance, et qui a produit des ouvrages sur les sujets, et c'est lui qui cite un auteur suédois, Carl Henning Wijkmark, qui avait imaginé en 1978, dans un ouvrage intitulé « La mort moderne », un glaçant séminaire gouvernemental secret dont l'unique objet, la phase terminale de l'être humain, est d'explorer les voies et moyens pour résoudre le problème d'une population vieillissante, trop coûteuse, en fixant une barrière d'âge à la vie même, limite juridique imposée par l'État, au nom d'un bon sens effrayant. Si nous naissons tous au même âge, pourquoi nous ne pourrions pas tous mourir au même âge? Voilà pour l'accroche. Bon, ceci étant dit, le sujet de la vieillesse doit pouvoir vous pousser à mobiliser un certain nombre des références littéraires, puisqu'évidemment le sujet de la vieillesse est abondamment traité dans la littérature. Alors, des choses qui me viennent comme ça, évidemment le Père Goriot de Balzac. On peut également penser aussi qu'on puisse douter que ce soit tout à fait distinctif, sachant que la célèbre tirade du Cid est généralement assez connue. Mais voilà, une accroche littéraire me semble de bonne aloi dans une telle épreuve. Et donc, je passe à la définition. Donc, bon, la vieillesse, c'est d'abord un processus physiologique, évidemment. Il faut partir de là, qui modifie la structure et le comportement de l'organisme à partir de l'âge adulte. Mais ce n'est pas une maladie, c'est irréversible et c'est une forme de déclin. C'est une forme de perte de puissance d'agir, de perte de capacité à s'adapter. Finalement, c'est un peu un cheminement par lequel on subit peu à peu le monde et on perd prise sur lui. Et d'ailleurs, Simone de Beauvoir, dans La vieillesse, donnait cette définition simple qui sonne comme une sentence. C'est quand vivre ne va plus de soi. Et cette citation de Simone de Beauvoir est une bonne illustration, je pense, de notre rapport à la vieillesse, parce que il y a cette dimension d'angoisse face à l'écoulement du temps, à la perte d'autonomie, à la diminution de la vie. Or, et c'est là que se noue le sujet, mais la société moderne promet et valorise l'autonomie, la réalisation de soi, justement cette capacité d'agir sur le monde, cette capacité d'être maître de soi. Elle consacre en quelque sorte le pouvoir de la volonté. C'est le propre de la société moderne, de rompre avec les traditions et que les individus, individuellement et collectivement, soient capables d'inventer en quelque sorte leur propre vie, d'être auteurs d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui la vieillesse commence à être valorisée quand elle est capable d'adopter cette posture-là. C'est une thématique sur laquelle je reviendrai, de la silver economy, mais aussi cette image qu'on peut trouver dans les médias du vieux dynamique, et l'idée que finalement 80 is the new 60. Donc voilà, la vieillesse aujourd'hui, elle peut être valorisée quand elle colle à cette image de
d'autonomie, de liberté et d'indépendance propre dans les représentations à des âges plus jeunes. Donc voilà, une conception de la vieillesse comme un déclin, une conception de la vieillesse comme une perte de prise, une perte d'autonomie, et donc voilà, sortie un peu du cadre moderne d'autoréalisation de soi. Et il y a pourtant des conceptions positives de la vieillesse, et une image glorieuse et magnifique, faite de sagesse, d'apaisement, voilà, une sorte de cumul des années et de l'expérience qui rend auguste, et que la vieillesse serait une forme d'apothéose. Et c'est un peu l'image que, voilà, dans une vieille philosophie, celle de Cicéron, qu'on peut retrouver dans Caton l'Ancien. Mais voilà, c'est une forme de conception ancienne de la vieillesse, et tout ça pour dire qu'il y a une forme d'ambivalence dans la représentation de la vieillesse, et c'est une idée importante qu'il faut développer, c'est que la vieillesse, c'est un processus physiologique. On va le voir aussi, c'est des catégories d'âge qui donnent lieu à des catégorisations sociales, des catégorisations statistiques. Mais c'est aussi objet de représentation. Alors, pour compléter cette définition de la vieillesse, on peut en passer par des termes proches. Alors, pas tous listés, mais le terme de senior, utilisé pour préserver les susceptibilités, recouvre une réalité plurielle, et dans le milieu médical, c'est les plus de 70 ans. Voilà. Mais cette échelle peut varier. Alors, je suis allé consulter le site de l'INSEE, et au titre des seniors, l'INSEE retient les plus de 65 ans. Et alors, au 1er janvier 2019, ils étaient, en France, 13,4 millions. Mais là encore, la vieillesse, c'est quelque chose d'assez relatif, et bon, au jour où je tourne, où j'enregistre cette vidéo, il y a François Ruffin, le député de la France Insoumise, qui faisait un tweet ce matin dans le cadre du débat sur la réforme des retraites que le président de la République et la majorité sont en train de lancer. Et il disait que c'est pas du tout la même chose, évidemment, la retraite il utilisait l'image du banquier qui peut travailler jusqu'à 65 ans, et que lui, dans sa terre ouvrière et en déshérence économique, 65 ans, c'est déjà très vieux en réalité. Et qu'effectivement, le temps ne s'écoule pas pour tous de la même manière, il n'est pas vécu de la même manière. Alors, quant à la place de la vieillesse, bon, voilà, il faut jouer sur le sens des mots. Donc, la place, alors c'est évidemment une localisation spatiale, et donc on peut interroger la relégation des personnes âgées dans les espaces particuliers, invisibilisés que sont les EHPAD. Et vous savez qu'il y a eu un certain nombre de polémiques ces derniers mois sur les EHPAD et leur gestion, notamment dans le secteur privé. Mais c'est un sujet structurant des politiques publiques en matière de vieillesse, c'est que voilà, il n'y a pas toujours eu des EHPAD, et à un moment il y a un choix collectif qui a été fait, en quelque sorte de reléguer, d'invisibiliser la vieillesse dans ces structures qui offrent des conditions de vie que nous voudrions pas pour nous-mêmes. Et pourtant, c'est notre destin, puisque s'il y a bien quelque chose de certain, c'est que nous serons tous vieux un jour. Voilà. Alors, évidemment, la place, il y a une dimension symbolique. Bon, mais sur le même terrain, celui des représentations, qui se pose une valeur ou un message particulier. Alors, sur l'analyse du sujet, bon, on y reviendra, mais il faut partir de l'état de fait, c'est que la vieillesse est en fait un phénomène, une catégorie nouvelle, relativement nouvelle, récente, qui s'est imposée en tant que catégorie sociale, catégorie de représentation, catégorie de politique publique au cours du XXe siècle. Évidemment, parce qu'avant, les gens mouraient beaucoup plus jeunes. Et l'espérance de vie, elle est dépassée de 45 ans pour les femmes, 47 ans pour les hommes en 1900, à, j'ai les chiffres de 2016 de l'adresse, 79,3 ans pour les hommes, et 85 et quelques années en moyenne pour les femmes en 2016. Bref, l'émergence de la vieillesse comme une catégorie de population significative est due à plusieurs
à plusieurs facteurs. J'y reviendrai, alors notamment le progrès médical, la baisse des naissances aussi. Mais alors derrière cette idée de progrès scientifique, il y a la maîtrise de la médecine, les progrès de l'hygiène, de l'alimentation, aussi une certaine forme de souci de soi, hein, de son corps, du bien vivre. Mais à cette progression qualitative, il faut aussi ajouter un essor quantitatif. Voilà. L'espérance de vie augmente pour tous, elle se démocratise en quelque sorte, et dans les démocraties libérales modernes, il n'est pas abusif aujourd'hui de parler d'une forme de droit à vivre vieux. C'est une sorte de nouveau droit conquis sur la nature que la science permet, et c'est vrai que derrière la science, il y a non seulement des techniques, mais une métaphysique qui est celle du pouvoir que l'homme se donne sur la nature et de la position qu'il se donne sur la nature, et qu'il se mette en position de conquérir des droits sur la nature, parfois même contre la nature. Alors, le vieillissement allant souvent de pair avec l'accroissement du phénomène de dépendance, nos sociétés se trouvent confrontées à un défi de taille, et qui suppose de profonds bouleversements, parce qu'évidemment, qui dit vieillissement de la population, dit accroissement des phénomènes de dépendance, en dépit du progrès technique, et les besoins de prise en charge augmentent, explosent. D'autant que toutes les classes sociales, je le disais tout à l'heure, ne sont pas égales face à ce phénomène. Alors là aussi, on retrouve la question du droit, le droit à prise en charge, le droit à vivre vieux. Et je voudrais insister sur ce mot droit, parce que dans une dissertation de culture générale, il faut toujours un peu avoir en toile de fond l'idée que nous sommes dans une société particulière, qui est une société démocratique, une société de l'extension des droits. Et c'est souvent là que se noue le problème, c'est que le cœur de la dynamique démocratique, comme l'a bien identifié Tocqueville dans La démocratie en Amérique, c'est l'égalisation, c'est le mouvement d'égalisation. Et il y a une requête, une revendication toujours plus forte des individus et de la société d'aller vers plus d'égalisation. Or, avec le phénomène de vieillesse et de dépendance, ça pose un peu un problème, évidemment, parce que ça suppose des investissements particuliers sur une catégorie de population qui a des besoins fragiles, qui a des besoins très particuliers, donc potentiellement très consommateurs de soins, de structures, d'accompagnement. Alors que même, ils ne sont pas tout à fait dans la même situation que les plus jeunes et que les actifs, puisqu'ils ne sont plus productifs. Donc, voilà, il y a une problématique égalitaire qui se joue là-dessus. Et d'ailleurs, certains considèrent que les vieux ont trop de droits. Et c'est une question intéressante qu'il faut poser. Où elle se joue, la solidarité? On y reviendra, mais est-ce qu'elle doit se jouer vers des jeunes, vers les personnes âgées? Ou plutôt à l'inverse? Et c'est une question qu'on a beaucoup eue pendant le Covid, et c'est une question d'ailleurs légitime pour une société. Hein, on a vu des philosophes défiler sur les plateaux de télévision pour nous expliquer qu'il était scandaleux qu'une société sacrifie sa jeunesse, confine sa jeunesse à 20 ans, la privant d'enseignement et la sociabilité propre à cet âge-là, pour permettre aux vieux, aux personnes âgées, aux seniors, de se protéger du Covid. Bon, alors, il y a une question politique fondamentale. Et alors, cette introduction pourrait pas tout à fait ne peut pas être complète, surtout dans le cadre du concours INSP, sans poser la question de l'État. Évidemment, on en revient à l'intitulé du sujet, on en revient tout simplement au concours que vous passez, et face à une dissertation de questions contemporaines de l'INSP, il faut toujours systématiquement intégrer dans la problématique la question de l'État et des pouvoirs publics. Alors ça me semble absolument indispensable, de la même manière qu'à l'ENM, quand on fait des dissertations de droit, il faut toujours venir intégrer la question du juge dans la réflexion, qui doit être le pivot de la réflexion. Là, à l'INSP, il faut intégrer la question de l'État dans votre problématisation, parce que c'est évidemment vers le Léviathan qu'on se retourne pour régler le problème. Or, l'État est quand même mis au défi dans sa mission, en quelque sorte, de garant et d'instituteur de la cohésion sociale et de la solidarité nationale face à ce phénomène de vieillesse. Et j'en veux pour preuve les débats récurrents, forts, aujourd'hui celui de la réforme des retraites, mais il y a également la question
du financement de la dépendance. Bon, alors voilà les éléments de problématique, et c'est vrai que il faut un peu les résumer ou les synthétiser, et la question c'est un peu celui de la condition que nous réservons au vieillissement dans notre société, parce que il y a cette forme ambivalente de la vieillesse, d'une part comme une chance de vivre plus longtemps, une force d'expérience, mais aussi un handicap, une vie hors des schémas de vitesse, d'adaptabilité, d'agilité que l'on exige de chacun dans notre société. Et face à cela, celui qui se retrouve bien en peine de gérer les attentes contradictoires, c'est l'État. Alors après, je vais désormais procéder au contenu du corps de la dissertation, de façon classique en deux sous-parties. Donc, dans la première partie, l'idée, ça va être d'explorer un peu les ressorts de la place centrale qu'a pris la vieillesse dans notre société, et en même temps de la contestation de cette place. Donc, voilà. Repartir de l'idée que le 3e et 4e âge, c'est une situation nouvelle. Et que le vieillissement de la population est un fait majeur des sociétés contemporaines. Et que, bon, en quelque sorte, chacun d'entre nous ne peut que s'en réjouir, parce que c'est la chance de vivre plus longtemps. Et en 1900, les personnes âgées ne représentaient que 13% de la population. Et là encore, je suis allé regarder les chiffres. C'est 20,5% en 2020. Et bon, j'ai déjà, éventé un peu ce sujet tout à l'heure en abordant l'introduction, mais je pense qu'on peut revenir dessus. C'est dû à l'allongement de la durée de la vie, au résultat des programmes médicaux, la protection sociale, évidemment. Là, on peut parler de l'enjeu de la protection sociale, de l'augmentation des revenus, des conditions de vie améliorées, enfin bref, des phénomènes structurants qui ont de la vie économique et sociale du XXe siècle. Et c'est aussi dû à la baisse des naissances, nécessairement, puisque avec la transition démographique, le nombre de naissances baissant, on se rapproche dangereusement pour certains pays du taux de renouvellement des générations, et donc mécaniquement ça fait augmenter la part des seniors dans la population. Et évidemment aujourd'hui la question c'est celui des enfants du baby boom, nés entre les années 40 et 60, qui aujourd'hui commencent à approcher ces âges-là, et qui sont en train, c'est des cohortes de générations qui sont en train de passer à la retraite. Et en réalité, les tendances vont pas en s'améliorant, parce que selon les projections de l'INSEE, la population devrait augmenter lentement, et en 2060, la proportion des plus de 65 ans atteindrait environ 27%, et la proportion des plus de 75 ans serait, évidemment c'est des scénarios démographiques, donc ça n'a rien de certain, multiplié par 1,5 en 2030, et puis par 2 à l'horizon 2060. Alors, voilà un peu pour les chiffres, mais au-delà de ces données un peu objectives de l'évolution de la société, dans le contexte des 30 glorieuses, du progrès, du baby-boom, il y a aussi une histoire des représentations de la vieillesse à faire, pour planter un peu le sujet en début de devoir, pour en donner le cadre. Et il y a une sociologue qui s'appelle Élise Feller qui a écrit un livre assez récent qui s'appelle « Du vieillard au retraité, la construction de la vieillesse en France ». Et ce qu'elle nous explique, c'est que il y a une construction sociale, une construction politique de la vieillesse. Et je cite, « En un demi-siècle, on est passé d'une gestion privée de la vieillesse, centrée sur la famille, le patrimoine ou la charité, à une gestion collective, d'abord partielle, centrée sur la figure du vieillard indigent, puis globalisante, centrée sur la figure du retraité. » Évidemment, aujourd'hui, on assimile vieillesse et retraite, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est vrai que on voit assez bien l'image un peu, d'épinal du vieillard qui est sur son fauteuil parmi les siens et qui n'a pas placé en institution, et ça serait évidemment venu à l'idée de personne de placer papy dans une institution. Donc les premières législations sociales en matière pour vous donner quelques repères, en matière de vieillesse, c'est date de 1905. Alors c'était surtout centré sur les indigents, la vieillesse indigente. Alors dans les années 30,
pas refaire toute l'histoire des politiques sociales, mais que vous devez apprendre par ailleurs dans le cadre de l'épreuve de questions sociales. En 1930, dans les années 30, il y a la génération des assurances sociales, et ça n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a une véritable révolution des mentalités, et la vieillesse et la retraite commencent à faire partie du cycle de vie. Parce qu'évidemment, le système d'assurance retraite universel est créé avec la création de la sécurité sociale par les ordonnances Larocque au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc une question importante qui se pose pour cette nouvelle catégorie de population, c'est donc leur place dans la société, et il faut bien reconnaître qu'ils ont une place privilégiée. Et c'est un peu le problème, puisque ces catégories de population aujourd'hui, elles ont bénéficié des systèmes sociaux bâtis durant les 30 Glorieuses, et qui ont été conditionnés et paramétrés pour elles dans une époque de forte croissance. Donc, aujourd'hui, si on observe la hausse annuelle en France des revenus entre 1980 et 1995, bon, le chiffre est un peu vieux, mais la tendance est intéressante, on constate qu'elle est de plus 0,5 pour les actifs et plus 0,2% pour les actifs non pensionnés. Donc ça c'est intéressant, et aujourd'hui là, je suis allé consulter aussi les chiffres. En réalité, si on fait la moyenne, le revenu des retraités est assez proche du revenu médian des Français. Mais la question se pose pas tout à fait pareil pour eux, parce que ils ont plus le même niveau de charge, ils ont plus d'enfants à charge. Souvent par ailleurs, pour ceux qui ont accédé à la propriété, ils ont plus d'emprunts à rembourser, ils sont propriétaires de leur logement. Donc voilà, ils ont aujourd'hui, de façon générale, même si ça masque d'importantes disparités, hein, c'est certain, mais de façon générale aujourd'hui, les retraités ont un niveau de vie considéré comme supérieur à celui des actifs. Et quand même, ça serait pas tout à fait vrai, c'est de toute façon une idée, une sorte de préjugé, enfin d'idée répandue dans la société, et qui parle bien de la place de la vieillesse aujourd'hui, et de ces générations qui, après la guerre, ont constitué une forme de patrimoine individuel et collectif, et qui sont aujourd'hui considérés comme de véritables privilégiés. Et c'est intéressant parce que cette situation de privilège économique, elle place un peu le retraité non plus dans dans la posture du vieillard, mais elle voit en lui une forme de marché finalement, et on a l'image d'un retraité consommateur en forte attente de loisirs, papy mamie font le tour du monde, son temps de liberté lui ouvre la porte du bénévolat, de l'engagement associatif. Bon, aujourd'hui, l'âge de la retraite en France, et cette situation est peut-être une exception historique en réalité, n'est pas vraiment un âge de retraite. Alors, un dernier élément sur la place de la vieillesse dans notre société, c'est, avant de passer au B, c'est la nouvelle coexistence des générations. Et c'est intéressant parce que les rapports de génération sont plus tout à fait les mêmes. Et il y avait peut-être avant une image d'autorité de la vieillesse, et qui a commencé à basculer avec le monde moderne, et c'est cette figure des grands-parents, de papy-mamie en fait, avec qui les petits-enfants sont dans une relation peut-être souvent moins verticale et moins hiérarchisée que celle qu'ils peuvent avoir avec leurs parents. Et la figure du grand-père, c'est quelque chose de nouveau à la fin du XIXe siècle, lorsque Victor Hugo publie son Art d'être grand-père. Et dans cet ouvrage, c'est intéressant, c'est le premier en quelque sorte à explorer un peu cette figure grand-paternelle ou grand-maternelle, enfin là en l'espèce grand-paternel, sur le terrain de l'affection, du sentiment à l'égard des petits-enfants, de celui qui est exonéré des charges éducatives. Voilà, on a aussi une mutation des représentations de la vieillesse. Bon, alors voilà, un peu pour planter le décor de la situation de la place de la vieillesse en France, et comme dans le 1, c'est intéressant de mesurer un peu l'ambivalence du sujet, ces contrastes. En A, 1B, ben voilà, on va essayer de voir en quoi la place de la vieillesse est contestée. Alors, évidemment, ce que je vous disais dans l'introduction, la vieillesse a longtemps été vue comme une chance de vivre plus longtemps,
ou une sorte de représentation d'expérience et de sagesse, et aujourd'hui, cette vieillesse apparaît comme un handicap, une difficulté d'adaptation, ou encore un manque d'agilité face aux évolutions du monde. Et là, il faut bien mesurer le cadre, comment dire, de société dans laquelle on se trouve. On est dans la société moderne, et la société moderne, en 1789, elle rompt avec la tradition. Elle rompt avec l'expérience des anciens, et elle proclame qu'au plan individuel et au plan collectif, l'homme est libre, autonome, libre de se fixer sa propre norme. Bref, que l'homme est auteur de son monde. C'est le révolutionnaire Rabot Saint-Étienne qui disait « Notre histoire n'est pas notre code ». Notre histoire n'est pas notre code, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que la tradition, l'héritage n'est pas déterminant pour les générations présentes et qu'il n'y a lieu pour elles d'exprimer quelques marques de déférence que ce soit à l'égard de l'ancienneté. Donc effectivement, la société moderne est une société du présent, une société du futur, c'est pas une société du passé. Et elle représente un certain nombre de caractéristiques. Donc là, je vais vous donner quelques pistes de réflexion, quelques noms d'auteurs à partir desquels on peut réfléchir. Évidemment, en dissertation, on peut pas tout mobiliser parce que ça fait un peu name dropping, mais pour essayer de caractériser, donner quelques caractéristiques de cette société et pour montrer que, en fait, par contraste, la vieillesse ne trouve pas tellement sa place. Alors, voilà, on est une société obsédée par le mythe de la jeunesse et les représentations de la jeunesse colonisent tout ce qui frappe l'imaginaire collectif, la publicité, les séries télévisées qui cèdent l'adolescence comme les âges d'or. Et c'est vrai qu'il y a ce phénomène assez nouveau d'adolescence que jusque à la fin de la vingtaine, en réalité, aujourd'hui, on resterait encore une forme hybride entre adulte et adolescent. Donc, on est dans une société hédoniste, où il y a une attitude générale de l'individu qui, au nom d'une égalité idéale ou de son bien-être personnel, refuse les hiérarchies et toute autorité, qui se complaît d'une sorte de relativisme assez confortable. Il y a les développements sur la postmodernité de Gilles Lipovetsky dans l'ère du vide. Je regardais, on peut penser à un ouvrage assez récent de la philosophe Barbara Stiegler qui il faut s'adapter sur un nouvel impératif politique et qui fait la généalogie de cette incitation, de cette injonction constante à s'adapter, à être flexible, à être mobile, à être dans la compétition, dans la sélection, et que c'est vrai que c'est un vocabulaire qu'on entend souvent dans la langue managériale, mais qui contamine l'esprit politique et c'est vrai que dans les familles de pensée libérales, on entend souvent qu'il faut s'adapter aux nouvelles contraintes du marché, à la mondialisation, à la concurrence internationale, à la concurrence internationale. Il y a cette rhétorique, parfois un peu dogmatique, qui pousse à l'adaptation permanente et qui est emprunte en quelque sorte à une forme de nouveau darwinisme. Mais on voit bien que tout ça n'est pas possible pour les vieux. Et on imagine bien qu'une personne âgée n'est pas capable de s'adapter en permanence à des changements continu de cadre, de pratique, et voilà. Alors, il y a un sociologue allemand aussi qui a écrit sur l'expérience proprement moderne du temps, et qui s'appelle, dans un ouvrage qui s'appelle Accélération, voilà, et qui dit qu'en fait le temps s'accélère en permanence. Et il a écrit des articles où il a visité des villes en Chine, et des villes en Chine qui voilà, du jour au lendemain, en fait, sont plus qu'elles étaient il y a 10 ans, parce qu'elles ont été complètement rasées, reconstruites pour faire des buildings, et que l'expérience du temps moderne, c'est une expérience d'accélération, que le progrès technique s'améliore de façon absolument constante, et que le monde est continuellement en train d'accélérer, de changer, de se connecter, et que voilà, la vieillesse, c'est par définition une expérience inaccélérable. Alors, je pourrais multiplier les exemples, mais vous avez compris l'idée. L'idée, c'est de mobiliser la compréhension des caractéristiques de notre monde pour montrer qu'en creux, en réalité, la vieillesse n'a pas tout à fait sa place dedans. Voilà, alors, la modernité, autre idée, n'aime pas les transmissions, qu'elles soient verticales, horizontales, et l'autorité de la tradition est ébranlée. Donc, je vais donner lecture d'une petite citation de Bonalois, là encore, de Simone de Beauvoir, toujours dans le même ouvrage, La vieillesse. Le prestige de la vieillesse a beaucoup diminué du fait que la notion d'expérience est discréditée. La société technocratique d'aujourd'hui n'estime pas qu'avec les années le savoir s'accumule, mais il se périme.
Et c'est vrai que c'est une expérience fondatrice de la modernité que le défi de l'autorité. Et d'ailleurs, avec l'égalisation des conditions dont je parlais tout à l'heure, on ne reconnaît plus ce type de hiérarchie fondée sur l'autorité. On se pense tous égaux. Voilà. Alors, parce que si vous passez l'INSP, on peut penser à faire une petite incursion dans la littérature, celle-ci ou une autre, et c'est Edgar Morin qui repère ça dans un ouvrage dont le nom m'échappe, mais qui représente l'évolution de figures littéraires qui se succèdent dans l'histoire littéraire. On a d'abord le Cid, qui est une pièce de l'obéissance au père, puisque le fils Don Diego et Don Gomez projettent d'unir leurs enfants, donc Rodrigue et Chimène, vous connaissez l'histoire, mais le comte jaloux de savoir préférer le vœu de Don Diego pour le poste de précepteur du prince offense ce dernier en lui donnant une gifle, un soufflet. Et donc en fait c'est Rodrigue qui, étant amoureux de Chimène, la fille de l'agresseur de son père, entre son amour, il va choisir la fidélité filiale et tuer l'agresseur de son père, qui risque évidemment de compromettre ses chances de mariage avec Chimène, mais on est dans une forme de loyauté à la tradition, à la vieillesse, qui n'est pas questionnée. Et après, on a une sorte de pendant un peu, ce qui est Hamlet, de Shakespeare, et dans l'Hamlet de Shakespeare, c'est intéressant parce que en fait le prince éponyme qui est visité au début de la pièce par le fantôme de son père qui a été assassiné par son frère pour monter sur le trône à sa place, vient visiter donc le fantôme du père d'Hamlet, le roi, l'ancien roi, vient rendre visite à Hamlet pour lui demander de se venger. Et si, en définitive, Hamlet tue le tueur de son père, il y a tous les affres, to be or not to be, être ou ne pas être, tous les affres de la pièce, parce que en fait cette vengeance ne va pas de soi pour Hamlet. Voilà. Donc l'ouvrage d'Edgar Morin, c'était L'Esprit du temps. Et où il disait: le sage vieillard est devenu le petit vieux retraité, l'homme mûr est devenu le croulant, le père déchu ou amical s'efface en un fondu au gris dans l'imaginaire cinématographique, la femme est partout présente, mais la mère enveloppante a disparu. C'est un ouvrage de 1962. Bon, dernière réflexion sur la place des vieux de la vieillesse dans la société, c'est l'invisibilisation. Et là, je convoque Jérôme Gage, que j'évoquais en début de cette vidéo. Et dans Plaidoyer pour les vœux, donc l'homme politique Jérôme Gage, il a relevé que, en lisant, et c'est assez intéressant, il faisait la lecture du baromètre annuel du Conseil supérieur de l'audiovisuel de 2019, et il relevait quelque chose qui, dit lui-même, n'a rien d'anecdotique. Les personnes de 65 ans et plus ne sont présentes qu'à hauteur de 6% sur les écrans de télé, alors qu'elles représentent près de 21% de la population. En 2019, l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, a recensé la visibilité des personnes âgées dans les journaux télévisés du soir depuis 2009. Sur les 6 grandes chaînes de télévision françaises, en 10 ans, seul 1,2 sujets par jour en moyenne a traité du vieillissement, du troisième âge ou de la retraite, soit 1,4% de l'offre totale d'information des journaux télévisés. Voilà. Donc, voilà, la relégation, après, on peut l'explorer de beaucoup d'autres manières, la relégation des personnes âgées, au travail, à la retraite, lors du grand âge, lorsque la société leur assigne un rôle de poids mort à la visibilité croissante. Bon, nous en avons terminé avec la première partie, et dans la deuxième partie, je disais, là, on va basculer sur un peu le cœur de notre problème, en tant qu'aspirant élève de l'INSP, c'est celle du défi posé à la solidarité nationale, dont le chef d'orchestre est l'État. Et puis ensuite, comment essayer d'y répondre.
Donc évidemment, grand 2A, le rôle de l'État, en tant que grand ordonnateur de la société. Donc là, j'ai développé assez longuement le début du devoir parce que j'essaie de souligner les problématiques. Là, j'allais un peu plus vite parce qu'on va rentrer dans des choses un peu plus concrètes qui relèvent peut-être un peu davantage des politiques publiques. Et bon, par exemple, c'est vrai que le premier sujet que je vais aborder dans ce grand 2A, c'est celui des retraites. Et mon excellent collègue au sein de la prépa ISP, Benoît Kellédet, a fait le corrigé du sujet de finances publiques et qui porte précisément sur les retraites, donc sur la question de l'équilibre du système des retraites, des enjeux de ces réformes. Je vais pas m'épancher, mais c'est vrai que notre société considère qu'il y a un âge où chacun peut et doit cesser d'occuper un emploi, ce qui libère le retraité d'une part importante de travail. Alors, bon, nous on a fait le choix d'un système par répartition, mais d'autres pays favorisent davantage le système par capitalisation, et les enjeux du système les enjeux d'une réforme des retraites, c'est toujours un peu les mêmes. C'est comment est-ce que on fait pas peser aux générations futures le poids des retraites d'aujourd'hui, et comment finance-t-on les retraites? Est-ce que option généralement socialiste, on augmente la durée de cotisation? Est-ce que option plutôt défendue par la droite, dans les réformes, on joue sur l'âge de départ? Là, dans la réforme que prévoit le président de la République Emmanuel Macron et la majorité, et il y a des paramètres qui tiendraient comment dire, à la prise en compte des carrières longues, à la pénibilité, voilà. Et puis après, alors il n'y a pas de débat sur le volume des pensions, enfin sur les pensions, sur est-ce qu'il faudrait revoir les pensions, est-ce qu'il faudrait revoir les prélèvements. Mais c'est vrai que en situation comment dire de politique où la priorité des politiques publiques en matière d'économie est enfin, pas la priorité absolue, mais quand même est à la restauration de la compétitivité de la France, est-ce que plus de prélèvements serait de nature à aggraver la compétitivité des entreprises? Bon, voilà, c'est un certain nombre de sujets qu'on peut aborder. Le deuxième sujet, évidemment, c'est celui de la dépendance. Et plusieurs dates font de la vieillesse un enjeu constant et majeur des politiques publiques. J'en ai rappelé quelques-unes tout à l'heure, mais on fait souvent remonter le début de la réflexion au rapport Pierre Laroque, encore lui, de 1962, qui fait du maintien à domicile un axe important de la politique de la vieillesse en France. Alors, donc ensuite, il y a un certain nombre de réflexions, un certain nombre de rapports, ce sont toujours des rapports sur ces sujets qui se suivent. On peut notamment consulter jeter un œil, ce Bigas, voilà. Mais en 2014, la conclusion du rapport de l'Observatoire national sur la fin de vie, ONFV, était sans appel. La fin de vie des personnes âgées pourrait devenir un véritable naufrage sociétal. Effectivement, 40% des personnes âgées vivant en institution sont touchées par la dépression. Voilà. Et toutes témoignent de l'indifférenciation dont elles font l'objet. Donc, je vais pas épiloguer sur ce sujet, il y a un certain nombre de données à votre disposition, vous pouvez trouver notamment sur le site de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, que vous connaissez l'adresse, pour ce sujet, mais il y a la philosophe Cynthia Fleury analyse ça très bien. Elle a écrit: l'exploration de cette problématique devrait nous permettre de vérifier l'hypothèse d'une forme de dénégation collective de notre vieillissement, voire de notre finitude. Elle est révélatrice d'une forme de maltraitance politique, d'une exclusion effective de ces personnes, particulièrement lorsque se posent les questions relatives à leur dépendance d'une part et à leur perte d'autonomie d'autre part. Bon, voilà, il y a une question forte qui se pose autour du sujet de la dépendance, du sujet du mode de société que nous voulons. Et sur ce grand 2A, sur lequel je vous disais que j'irai plus rapidement, parce que ces données de politique publique, vous pouvez les trouver aisément, je voudrais finir par quelque chose qui me semble absolument central, c'est un peu la question du rôle de l'État, et qui doit en réalité occuper quand même la majeure partie de vos développements à ce moment du devoir. D'une part parce que l'État, face à la vieillesse, est sollicité dans sa fonction d'État-providence. Et voilà, je vous renvoie sur ce point aux analyses classiques de Pierre-Henri Vallon sur la triple crise de l'État-providence, de légitimité
solvabilité et d'efficacité depuis les années 80. Et bon, c'est des écrits classiques du corpus de culture générale. Et vous trouvez sur Internet des résumés tout à fait bien faits. Mais surtout, et ça c'est un point absolument essentiel du devoir, c'est quelle solidarité vous... Parce que la solidarité, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? C'est de qui envers qui la solidarité? Et est-ce que la solidarité, c'est la solidarité comment dire, des jeunes envers les vieux, ou des vieux envers les jeunes? Est-ce qu'il faut, est-ce que dans une enveloppe budgétaire nécessairement contrainte, cette enveloppe, est-ce qu'elle doit aller prioritairement au financement de la dépendance et des retraites, ou on doit mettre le paquet sur les jeunes? Enfin, c'est des questions tout à fait légitimes et importantes qui se sont posées pendant l'épisode de Covid-19. Et même, je voudrais vous rappeler un autre épisode, quand Emmanuel Macron est devenu président de la République en 2017, il a porté une réforme qui était une réforme importante de sa campagne. Il avait vraiment, qui était un des axes, une des promesses structurantes de sa campagne, qui visait à redonner du pouvoir d'achat en salariés, en supprimant une partie des cotisations, en faisant baisser les cotisations. Il me semble que c'était chômage et maladie, qui sont prélevés sur les salaires, sur le brut salarial, donc qui sont payés par les salariés. Et il a opéré une forme de bascule en compensant le manque à gagner par une hausse de la CSG qui a conduit qui frappe d'ailleurs de fait plutôt les retraités. Alors à ce moment-là, Emmanuel Macron c'était pas tellement le candidat des retraités, donc évidemment en termes d'évaluation politique, on voit bien la stratégie. Mais il y avait eu un débat à ce moment-là, et puis après en fait ça avait donné lieu à une complainte sociale de la part des retraités, surtout que voilà, il y a une analyse globale qui consiste à dire que de façon générale, il faut transférer une partie de la richesse des retraités qui collectivement sont riches vers les actifs et notamment les plus jeunes. Mais en réalité, il y a de très fortes disparités. Donc ensuite, il y a eu des mesures d'ajustement pour permettre aux retraités les plus modestes de faire face. Bon bref, ces éléments de politique publique parce qu'il faut absolument poser dans le devoir cette question de la définition de la solidarité. C'est quoi le débat politique que nous avons sur la solidarité? Alors, grand 2B, grand 2B, c'est toujours un peu les solutions aux problèmes posés. Donc, évidemment, sur la réforme de la dépendance, il faut évidemment noter que l'hébergement s'est quand même considérablement amélioré depuis la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. Il y a des crédits affectés via l'intervention de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, mais aujourd'hui en fait, et on l'a vu récemment avec les débats médiatiques, le coût des établissements reste élevé, et très souvent le coût de l'hébergement dépasse le niveau de la pension de retraite, et l'aide sociale intervient, ça conduit à mettre à contribution les enfants, mais la majorité des Français souhaitent vivre à domicile, et c'est d'ailleurs une des axes, la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Et dernièrement, un élément intéressant qu'il faut rappeler, c'est la création à l'été 2020 d'une 5e branche de la sécurité sociale couvrant le risque autonomie financée sur le long terme. Bon voilà, il y a beaucoup de choses, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais que on est encore en quelque sorte au balbutiement d'une vraie rénovation des politiques de prise en charge de la dépendance. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a une réflexion à mener sur l'encadrement des EHPAD. Il y a assurer des financements pérennes pour la 5e branche de la sécurité sociale. Il y a assurer parce que c'est le souhait des gens en réalité, les conditions du maintien à domicile. Et de ce point de vue-là, il faut avoir une réflexion sur les proches aidants. Alors c'est quelque chose qui est dans les tuyaux politiques ces dernières années, mais comment est-ce qu'on peut pérenniser un statut de proche aidant, ou alors pérenniser l'intervention de services ad hoc auprès des personnes âgées.
Voilà. Et d'ailleurs, dans Être vieux, relégation ou solidarité, Chloé Morin et Daniel Perron, qui sont des experts de la Fondation Jean Jaurès, qui produisent des choses intéressantes, estiment que les personnels accompagnants sont invisibilisés et qu'il faut rendre attractifs les métiers du care. Hein. Valoriser et reconnaître l'action des soignants à travers une reconnaissance symbolique, mais aussi économique. Bon, alors, par ailleurs, on peut revenir sur le sujet des retraites. Et dans un grand 2B aussi, on peut avoir une note plus positive parce que la vieillesse, finalement, la vieillesse, c'est aussi une opportunité économique pour notre société. C'est ce qu'on appelle la silver economy, parce que c'est une nouvelle catégorie de population consommatrice qui dispose de revenus et pour lesquels il y a à mettre en place un certain nombre de services. Bon. J'ai fait plus court sur cette fin de devoir parce qu'il me semble que ce qui était important, c'était d'essayer de montrer comment on pouvait réfléchir aux problématiques qui structurent le sujet qui était posé. Bon, pour conclure, il y a différentes, alors évidemment, une synthèse de ce qui a été dit, mais tout l'enjeu, c'est toujours de trouver une ouverture. Donc, il peut proposer une ouverture un peu élégante, voire un peu pédante. J'ai une citation de Nietzsche: beaucoup meurent trop tard et quelques-uns meurent trop tôt. La doctrine meurt à temps, nous est encore étrangère. Alors, bon, voilà, derrière ce mot, ça pose un peu la question, mourir à temps, de l'euthanasie. Et on sait que là, il y a une convention citoyenne qui a été mise en place installée par la majorité pour réfléchir à ce sujet, qui est devenu quand même un sujet de revendication sociale, une revendication sociale forte. On peut évidemment ouvrir sur la question d'accessibilité, de handicap, d'inclusion en général. On peut ouvrir, de façon plus marginale, sur la question du numérique. Alors, c'était surtout parce que je vous ai pas tellement parlé de numérique dans mes développements, mais parce qu'on peut pas tout dire évidemment, mais c'est un sujet qu'on aurait pu aborder sur la place de la vieillesse, parce qu'il y a une vraie fracture qui se fait aujourd'hui sur ce sujet du numérique. Bon, j'espère que cette vidéo de correction vous aura été utile pour ceux qui ont passé le concours et qui souhaitaient avoir des idées de réflexion sur la façon dont vous pouvez traiter ce sujet. Pour ceux qui, passant ce concours ou d'autres, regardent cette vidéo pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut traiter des sujets de culture générale. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous souhaite bon courage dans vos révisions et vous dis à bientôt sur les chaînes et canaux médias de l'ISP.